Les orques du détroit de Gibraltar sont une véritable attraction pour ceux qui aiment observer les cétacés. Mais depuis 2020, certaines d'entre elles s'en prennent à des bateaux, principalement des voiliers. En 4 ans, plus de 500 de ces interactions ont été recensées. Des rencontres que redoute le navigateur Mark Wendyhouse. Une orque. Elle s'en prend à mon safran. S'agit-il d'un jeu ou d'un phénomène inquiétant? J'espère qu'elle est partie. Au moindre clapotis, à la moindre vague, j'ai peur que ce soit une orque. C'est invivable. Il en va de même pour Jelmer Van Beek et son équipage. On a ressenti ça comme une agression, parce qu'elles ont heurté le bateau très violemment. J'espère ne jamais en recroiser pendant une course. De nombreux yachts ont été endommagés et n'étaient plus manœuvrables. 4 embarcations ont même coulé. Jusqu'ici, aucune victime n'est à déplorer. Mais qu'est-ce qui explique ce comportement ? Renaud de Stefanis a été officiellement missionné pour éclaircir le problème. Il est le fondateur et le directeur de l'Institut de recherche sur les cétacés, CIRCE. Le biologiste marin étudie les orques ibériques depuis 25 ans. C'est le seul scientifique à le faire sur le terrain. Aujourd'hui, il prend la mer au départ d'Algésiras, à bord de son bateau, l'Elsa. Je veux aller voir au-delà du rocher de Gibraltar parce qu'elles sont souvent là-bas. Il y a plusieurs pêcheries. On va équiper les animaux qu'on croisera d'une balise satellite et après, on rentrera. C'est la mission du jour. Situé sur la principale route maritime entre l'Est et l'Ouest, le port d'Algésiras est l'un des points de transit les plus fréquentés au monde. Très riche en poissons, ces eaux abritent des milliers de dauphins, soit environ un quart de la population totale évoluant en Méditerranée. L'équipe du CIRCE réprimande un plaisancier qui ne respecte pas la distance de 100 mètres à tenir avec les mammifères marins. Hey, you can't! ¡Te cambio el barco! Fuera! Fuera! Le rocher de Gibraltar est la porte orientale du détroit. Plus de 120 000 bateaux la franchissent chaque année. Juin 2023. Lors de leur entrée dans le détroit, 2 voiliers participant à l'Ocean Race ont été heurtés par des orques. Les Néerlandais de l'équipe Yayo ont peur de perdre leur safran. L'équipage tente de faire fuir les animaux en frappant bruyamment la coque et filme la scène avec plusieurs caméras, y compris sous l'eau. L'incident a fait perdre plusieurs places à Jelmer Van Beek. On reprend la course. On s'est fait attaquer par 3 orques il y a 20 minutes. Elles ont foncé droit sur nous et se sont mises à cogner le safran. C'était impressionnant de voir ces animaux magnifiques, mais c'était dangereux aussi. L'équipe a eu la bonne réaction. On a baissé les voiles et ralenti le bateau le plus vite possible. Elles sont reparties après quelques interactions. On était 2e de la course, on est 4e maintenant. On part à la poursuite des 2 bateaux là-bas. On espère les dépasser. On devrait y arriver. En tout cas, on a eu une sacrée frayeur. Ce genre d'interaction est monnaie courante dans le détroit de 60 km de long et dans les eaux environnantes. Rares sont ceux qui connaissent les créatures marines locales aussi bien que Renaud de Stefanis. Parmi elles, 7 espèces de baleines et de dauphins, dont le rorqual commun, qui mesure 22 mètres de long.
Les cétacés doivent partager cette voie navigable très fréquentée avec 300 cargos par jour. Est-ce le trafic maritime dangereux qui rend les orques furieuses et les pousse à s'en prendre aux petites embarcations? C'est à ce genre de questions que tente de répondre Reno et son équipe. L'épaulard est le plus grand des delphinidés. Il est très friand d'autres habitants des mers. C'est l'animal préféré de Reno depuis qu'il en a vu un mourir en 86, échoué sur une plage. Aujourd'hui, il veut équiper l'un d'eux d'un émetteur satellite afin d'en savoir plus sur les orques qui interagissent avec les bateaux. Le gouvernement espagnol devrait bientôt être en mesure d'expliquer le phénomène. C'est un projecteur hypodermique. La flèche au bout est équipée d'un émetteur. Elle est propulsée grâce à l'air comprimé. L'émetteur va nous fournir des informations sur la localisation de l'orque pendant 2 ou 3 mois. Il nous indiquera environ 10 à 12 emplacements par jour. Ces données devraient permettre de déterminer où, quand et peut-être pourquoi les orques s'en prennent au bateau. Il faut tirer avec précision et au bon moment pour atteindre l'aileron dorsal. Pour Reno, il ne s'agit pas seulement d'en savoir plus sur ces interactions. Ces ambassadrices de la mer pourraient aussi nous apprendre des choses sur le changement climatique. C'est une espèce clé pour toutes sortes d'informations. Ce que l'on sait des orques et des dauphins de Gibraltar est moins dû aux chercheurs qu'à une femme qui réside à Tarifa. De mars à octobre, les bateaux d'observation de la Fondation Firm quittent 2 fois par jour le port de la ville pour naviguer dans le détroit. Katharina Heyer informe les passagers de la présence de cétacés. La Suissesse a créé la fondation en 1998. Firm, ou Information et recherche pour la protection des mammifères marins, a notamment pour vocation de renseigner sur les risques que fait peser le trafic maritime sur les animaux marins. Il a considérablement augmenté au cours des 2 dernières décennies. Ce sont principalement les Zodiacs naviguant entre Tanger et Gibraltar qui mettent les cétacés en danger. Ces cachalots n'attendent pas ici par hasard. Un de leurs congénères a été blessé par une hélice de bateau. Il n'a pas survécu. J'ai déjà vu des rorquals communs morts, probablement percutés par une hélice également. Mais ce que nous venons d'observer, je ne l'avais jamais vu. C'est terrible. Elle informe les services compétents par radio. C'est tout ce qu'elle peut faire. Les cétacés vivent dangereusement ici, y compris les orques qui s'approchent trop près des bateaux. Katharina Heyer a été la première à révéler la présence de 7 espèces de mammifères marins dans ses eaux. L'espèce qu'on observe le plus souvent, c'est le globicéphale noir. On a ensuite les grands dauphins, puis 2 petites espèces, le dauphin commun et le dauphin rayé. Et enfin les cachalots qu'on peut voir là-bas.
Les orques se rendent dans le détroit de Gibraltar au printemps et en été pour trouver de la nourriture. On observe aussi des orques, évidemment. Elles n'apparaissent pas de façon régulière. Elles n'arrivent qu'en été, en juillet et août, pendant la saison de la pêche au thon. Puis elles se déplacent légèrement vers le nord ou le sud. Ce sont des animaux semi-résidents. Elles ne sont pas là toute l'année, mais elles reviennent toujours. Certains cétacés battent de la queue à la vue des bateaux. Pour Katharina Heyer, c'est leur manière à eux de dire bonjour. Oh, il recommence. Incroyable. Quand je suis venue ici la première fois en 1997, personne ne savait qu'il y avait des cétacés ici. Et le premier été où j'ai pris la mer, en 1998, j'ai aperçu des orques près des bateaux de pêche. Il y en avait une qui s'appelait Camacho. Elle est morte depuis. C'était en quelque sorte le patriarche d'une famille d'épaulards que Katharina voyait souvent lorsqu'elle était en mer et qu'elle croise encore aujourd'hui. Camacho était le grand-père de tout ce groupe d'orques. Et la matriarche, qui est encore en vie, est leur grand-mère. Je n'en reviens pas. Ils sont très en forme aujourd'hui. Comme souvent chez ces animaux, c'est la doyenne des femelles qui dirige le groupe. Le biologiste José Manuel Escobar Casado est de service sur le deuxième bateau de la Fondation. Il photographie les individus aperçus afin de les identifier grâce à leur nageoire dorsale. Katharina a commencé à constituer une base de données dès 1998. On a identifié 35 individus qui sont répartis en 6 hordes. On en observe 2, la A et la B, tout au long de l'été. Quant aux autres, elles évoluent au large des côtes espagnoles. Les groupes A et B sont régulièrement présents dans le détroit de Gibraltar. Les orques sont principalement visibles quelques milles à l'ouest, dans la zone atlantique entre l'Espagne et le Maroc, à partir de la fin juillet. À la sortie du détroit de Gibraltar se trouve une montagne sous-marine qui oblige les thons à remonter des profondeurs atteignant parfois plus de 1000 mètres. Ils deviennent alors des proies faciles pour les pêcheurs et les orques, y compris la horde menée par la matriarche. Et voici le groupe qui attaque les voiliers, le Barbaté, nommé ainsi en référence au port situé entre Tarifa et Cadiz, où il évolue la plupart du temps. Il est principalement composé de jeunes mâles turbulents. Et il ne s'intéresse pas seulement aux voiliers. Les images sous-marines révèlent qu'ils examinent aussi les safrans et les hélices des bateaux d'observation des cétacés. Ils gardent néanmoins leur distance, probablement conscients que les embarcations à moteur sont plus dangereuses que les voiliers. Mais pourquoi les orques s'intéressent-elles donc autant aux safrans? Le biologiste marin José Manuel l'impute en premier lieu à leur instinct de chasseur. Elles interagissent avec cette partie du bateau parce qu'elles s'entraînent en quelque sorte à suivre le thon. Le mouvement du safran rappelle la façon de se mouvoir d'un thon. J'ai vu aussi beaucoup d'orques jouer avec des poissons-lunes. C'est pareil. Ce sont des poissons qui se déplacent de la même manière. Après leur sortie en mer et pendant leur temps libre, José Manuel et Katharina Heyer se retrouvent au bureau de la Fondation, situé aux abords du port de Tarifa. Ils actualisent leur base de données photographiques et comparent leurs clichés à ceux du catalogue photo de l'orque ibérique. Tous les épaulards identifiés à ce jour sont répertoriés dans cet ouvrage scientifique de référence. On connaît bien cette horde. Il y avait le premier grand-père, Camacho.
La matriarche suivait toujours. La voici, c'est elle. On la reconnaît facilement grâce à cette petite marque qu'elle a là. Sa nageoire dorsale est unique, semblable à une empreinte digitale. C'est aussi le cas chez son fils. Ça, c'est Kamoro. Sa nageoire forme une belle ligne droite d'un côté et de l'autre, elle est très courbée. C'est à ça qu'on l'identifie facilement. Kamoro a été observé pour la première fois en 1994. Donc il a une trentaine d'années. Le fils de la matriarche a une nageoire dorsale très caractéristique. La matriarche a quel âge, à ton avis? 60 ans. 60? Oh, ça alors, incroyable. Aucun de ces individus n'a été observé en train de s'attaquer à des embarcations, contrairement à ceux du groupe Barbaté. On ne leur a pas donné de nom, on ne les aperçoit pas assez souvent. L'un d'eux se distingue particulièrement des autres. On voit les marques probablement causées par les bateaux ici. C'est un jeune mâle. Absolument. Les épaulards qui s'en prennent aux bateaux sont des adolescents. Ce ne sont pas les parents qui interagissent avec les navires, mais les jeunes. Quand ils ont faim, ils vont là où on pêche du thon. Le thon rouge vit dans l'Atlantique Nord. Il peut mesurer jusqu'à 4 mètres et peser 650 kilos. À partir du mois de mai, il migre en banc vers les zones de frai en Méditerranée et repart dès juillet. En mai, les pêcheurs recourent à la madrague, une méthode ancestrale consistant à placer des filets fixes le long des côtes empruntées par les poissons lors de leur migration. Ce dispositif permet de capturer des spécimens de grande taille destinés à l'exportation vers le Japon. Les orques rentrent alors bredouilles. Pourtant, le thon rouge constitue leur principale source de nourriture. Leurs attaques pourraient-elles être liées à la pêche? C'est la fin juillet. Le capitaine Pepe Castro Cerudo et son second, Rabi Gabancho Quirano, préparent leur ligne. Les thons commencent à quitter la Méditerranée pour rejoindre l'Atlantique. Les pêcheurs à la madrague ont laissé place à des pêcheurs individuels qui utilisent des hameçons attachés à de longues lignes pour capturer leur proie. On navigue dans les eaux internationales entre le Maroc et l'Espagne. Elles s'étendent sur 1 mille nautique. D'habitude, on pêche au large du Maroc. Les lignes sont lestées avec des pierres, ce qui permet de faire descendre l'hameçon et l'appât à plusieurs centaines de mètres. Comme tous les matins, un grand nombre de poissons repartent d'Espagne et du Maroc. Lorsqu'ils pensent être au-dessus d'un banc de thon, les pêcheurs jettent les pierres à la mer. Le capitaine vient prêter main forte à Rabi. Les deux hommes manœuvrent 2 treuils qui déroulent d'abord les lignes de pêche, puis les remontent. Leurs concurrents ont déjà des prises. On pêche à 500 mètres de profondeur, vu que les thons chassent entre 500 et 50 mètres. Ça dépend de là où se trouve leur proie. Ils manquent de chance cette fois-ci et décident de remonter leur ligne. Un thon a dû mordre à l'hameçon avant de changer d'avis. Mais les humains ne sont pas les seuls à pêcher ce matin. Les orques ont faim. Elles partent à la chasse, juste entre les bateaux. Quand les orques apparaissent, il arrive qu'elles nous volent notre thon. La pêche est difficile quand elles sont là. Les épaulards ont développé une bonne tactique. Ils n'aiment pas plonger à de grandes profondeurs. Ils attendent que les pêcheurs aient capturé un thon et le remonter à 20 mètres pour l'arracher de leur ligne. Bien souvent, les pêcheurs ne retrouvent alors que la tête accrochée à l'hameçon.
Le capitaine pense avoir une prise. Mais il ne reste que l'hameçon au bout de sa ligne. Le poisson fait probablement le bonheur d'une orque. C'est nul car je perds ma journée et je gagne pas un sou. C'est frustrant. Je voudrais qu'elle disparaisse. Mais l'orque aussi cherche de la nourriture. C'est son élément, elle est chez elle ici, pas nous. La concurrence des orques complique la vie des pêcheurs, mais ils ne les considèrent pas pour autant comme des ennemis. Les vidéos de cétacés essayant de leur arracher leur prise sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Et comme les épaulards n'ont pas de comportement agressif lorsqu'ils subtilisent le ton, les pêcheurs ne se montrent pas hostiles. Les orques ne sont pas agressives. Elles ne nous font rien si on tombe dans l'eau. Elles nous volent simplement notre thon parce qu'il faut bien qu'elles mangent, elles aussi. Une hypothèse circule selon laquelle une orque femelle, nommée Gladys Blanca, aurait eu une mauvaise expérience avec des bateaux et tenterait de se venger avec l'aide de ses enfants et de ses petits-enfants. Elle est la grand-mère de la horde Barbaté. Rabi et Pépé privilégient, eux, une autre explication. Dans le détroit de Gibraltar, les épaulards trouvent rapidement à manger. Ils ont beaucoup de temps libre aussi. Alors quand ils s'ennuient, ils s'amusent avec les voiliers, avec leur safran. C'est un groupe bien précis qui fait ça. C'est la famille de Gladys. Certains disent que c'est pour jouer. D'autres que les safrans leur font penser à la nageoire dorsale d'un cétacé. Je sais pas qui a raison. Les deux hommes finissent par avoir de la chance. Ils capturent un thon, même s'il ne fait pas la taille espérée. On doit apprendre à vivre avec elles. Si elles nous volent notre poisson, on va pêcher ailleurs. Et lorsqu'elles n'ont plus faim, on en profite. Elles ont la priorité. Elles d'abord et nous après. L'agressivité des orques n'est pas due à une quelconque hostilité envers les pêcheurs. Pourtant, elles ont encore frappé. Le skipper Raúl Blanco a croisé leur route entre l'Espagne et le Maroc. Pas une, mais 6. Une orque est venue heurter le bateau, puis est repartie. Ensuite, elles sont arrivées l'une après l'autre. On aurait dit que la mère, la plus grande du groupe, leur montrait où attaquer. Elle les dirigeait sous notre bateau. Elles sont reparties 20 minutes plus tard. Le navire de Raoul a besoin d'un nouveau safran. Peu de temps après, dans le port de Barbaté, un autre voilier attaqué par des épaulards a lui aussi subi les mêmes dégâts. Renaud de Stéfanis compare le lieu de l'interaction avec ses données satellites. Il découvre que le plaisancier a traversé le territoire favori des orques. Elles doivent être dans les parages. Pour déterminer si elles sont à proximité, les scientifiques utilisent un hydrophone, un microphone sous-marin. Les ultrasons émis par les cétacés sont perceptibles. Les orques ne sont pas très loin. Renaud tente de les localiser au moyen d'un drone. Ici, un banc de dauphins rayés. Puis enfin, une horde d'épaulards. Renaud adapte la trajectoire de son bateau pour avoir le groupe dans son champ de vision. Il s'agit bien de la horde Barbaté. Les adolescents ont bien grandi. Fin juillet, ils avaient attaqué un autre voilier qui avait fini par couler. C'est déjà le 4e à leur compteur. Différentes mers semblent avoir joué un rôle dans ces événements. Au début, on pensait qu'il n'y avait que quelques individus qui participaient à ces attaques. Mais aujourd'hui, on sait qu'ils sont tous actifs.
Alors que penser des théories sur la rébellion des orques ou sur la vengeance de Gladys Blanca? Les épaulards ne se vengent pas. Ils mangent, ils jouent, ils se reproduisent, rien d'autre. Ils n'ont pas d'esprit de vengeance. Quand vous regardez ce qui se passe sous l'eau, vous voyez qu'il n'y a rien d'agressif. Quand l'un d'eux heurte un safran, ses congénères le voient et s'en imprègnent. Pour moi, c'est de la science-fiction. Ces théories n'ont aucun sens. Renaud de Stéfanis vit et travaille dans un village entre Algésiras et Tarifa. Depuis plusieurs années, il étudie les structures des groupes d'orques qui se trouvent dans le détroit de Gibraltar, principalement en été. Au total, 88 individus ont été identifiés. Ça ne veut pas dire qu'elles sont 88 dans le détroit. Ça signifie que 88 ont été observées dans la région. La plupart sont certainement mortes. La structure de cette population a beaucoup évolué. En 1989, 70% d'entre elles étaient des adolescents ou des bébés. Puis en 2010, cette proportion est passée à 35%. Et depuis 2015, le chiffre remonte. La surpêche a entraîné un déclin rapide des stocks de thon à partir de 2005. Par la suite, les orques ont eu moins de descendants. Dans la nature, le taux de natalité dépend toujours de l'offre de nourriture. Quand la population de thon a augmenté, le nombre de naissances d'épaulards est reparti à la hausse. Ces nouveau-nés n'avaient pas de frères et sœurs. Alors ils ne savaient pas comment se comporter. Ils n'avaient personne pour leur apprendre. Ils ont dû inventer des jeux. En l'occurrence, s'amuser avec les bateaux d'observation, les navires de recherche et les voiliers. Ils poussaient le safran et finissaient par le casser. C'était amusant pour eux. Des images sont là pour le prouver. Comme on peut le voir, rien qu'en donnant un petit coup dessus, ils cassent le safran. Faire couler des bateaux ne serait donc qu'un jeu pour les orques. Amusant, non? Pas pour tout le monde. 8 mois après la régate Ocean Race, le skipper Jelmer Van Beek garde un autre souvenir de son interaction avec elle. On a ressenti ça comme une agression, parce qu'elles ont heurté le bateau très violemment. J'avais jamais vu le safran vaciller comme ça. Ce sont des animaux fascinants, mais j'espère ne jamais en recroiser pendant une course. Une découverte récente devrait permettre d'éviter ces déconvenues à l'avenir. Même s'il y a une forte concentration d'orques un peu partout, il y a un passage sans risque ici. Donc si vous restez dans des eaux d'environ 30 mètres de profondeur, comme ici, vous n'aurez jamais de problème. Quand on regarde les interactions qu'on a recensées l'année dernière, en blanc, là, on voit que la plupart ont eu lieu précisément là où les épaulards évoluent. Il suffit donc d'éviter cette zone. Cela explique aussi pourquoi une seule horde est en cause. Il s'agit tout simplement du territoire du groupe Barbaté. Grâce à l'émetteur satellite, on sait où évoluent les épaulards. On peut donc faire des prédictions. Grâce à elle, on a enregistré une baisse de 70 ou 80% du nombre d'interactions par rapport à l'année dernière. Le problème est donc presque résolu. Elles auraient pu être évitées parce qu'elles se sont toutes produites dans une zone bien précise. Il ne reste plus qu'à espérer que les plaisanciers agissent en conséquence et que les humains et les orques garderont chacun leur distance.